Ils le sont sans doute plus que les super pauvres. Grand gagnant à la loterie de la vie, les milliardaires semblent avoir tout ce qu'ils désirent. L'argent des milliardaires leur donne la liberté de choisir. Après tout, c'est ce qu'on souhaite tous. Il y a 10 ans, les milliardaires avaient des yachts. Aujourd'hui, ils ont des méga-yachts. Leurs résidences sont des forteresses d'un luxe incroyable. 60 millions de dollars, peut-être même plus. Dispersées aux 4 coins de la planète. Ma maison est-elle la plus grande? Est-elle la mieux située? Leurs jouets sont absolument extraordinaires. La femme d'un de mes clients voulait garder un poney à bord du yacht. Sans oublier la tranquillité d'esprit qui découle d'un immense bien-être financier. Par-dessus tout, les super riches craignent de perdre leur fortune. Les individus dont la valeur nette est très élevée ont des problèmes de confiance parce que tout le monde profite de leur richesse, moi y compris. Je n'envie pas du tout les milliardaires. Leur argent leur complique trop la vie. Vu de l'extérieur, la vie de milliardaire prend l'aspect d'un rêve grandiose. C'est un environnement exclusif, férocement surveillé. Mais il faut se méfier de ces rêves. Rien ne vous garantit l'entrée dans le monde exclusif des super riches. On nage dans la paranoïa, la trahison, l'envie. Qui a la plus jolie femme, qui a les plus beaux enfants. Les personnes très riches ont le même sentiment d'insécurité que les gens ordinaires. Naturellement, les milliardaires ont des problèmes haut de gamme. Ma Aventador, ma Enzo et ma Modena Spider. C'est une dépendance pathétique. À lui seul, l'argent ne fait pas le bonheur. Croyez en ma parole. On doit se demander pourquoi l'accumulation de la richesse est la force motrice de leur existence. Quel vide espèrent-ils remplir? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'on soit milliardaire ou non. Le monde clos des milliardaires est entièrement axé sur ce que j'appelle la sécurité psychologique. Tout ce que possèdent les milliardaires est plus gros. Leur maison, leur solde bancaire et oui, leurs problèmes, car les risques de perte augmentent en fonction du nombre des possessions. On comprend pourquoi certains milliardaires sont nerveux. Vous avez une magnifique maison à South Kensington et une Maserati stationnée tout près, mais vous devez payer quelqu'un qui patrouillera la rue pour s'assurer qu'on ne la volera pas. Cette responsabilité leur cause beaucoup de soucis. Parce que la richesse a besoin de soins constants. La préservation d'une fortune exige une énorme somme d'énergie. De nos jours, des résidences privées utilisent des systèmes de sécurité autrefois réservés aux banques. Ces gens vivent à Fort Knox. Par contre, ces mesures de sécurité ont engendré une industrie aussi sophistiquée, mais opposée. Ceux qui entrent par effraction dans ces maisons sont entraînés à forcer une chambre forte et ils connaissent ces systèmes de sécurité. La plupart d'entre nous se contentent d'une vulgaire alarme domestique. Mais un milliardaire embauchera une équipe complète d'experts. Après tout, il a les moyens de se protéger. Je ne dirais pas qu'ils sont paranoïaques. Je dirais plutôt qu'ils doivent reconnaître les risques et vivre leur vie en tenant compte du fait qu'ils attirent des gens mal intentionnés. Il y a des menaces, il y en a partout. Ces gens ont peur de tout perdre. J'ai connu des femmes qui valent des centaines de millions de dollars, mais qui craignent encore de finir leur jour. Qu'est-ce qu'un milliardaire prudent peut bien faire? En premier lieu, il peut acheter une protection physique. De nos jours, une foule de systèmes de sécurité haut de gamme sont regroupés autour des super riches. Ils ont des voitures blindées, des fenêtres blindées dans leur résidence, des gardes du corps. Ils ont des pièces de sûreté dans de nombreuses résidences. S'ils en font tant, c'est parce qu'ils savent que les milliardaires sont des cibles rêvées pour le crime organisé. Ils ne peuvent pas se promener sur la grande rue commerciale de Kensington ou parcourir Knightsbridge parce qu'ils ont parfois $1 million en poche. Leurs femmes portent des bijoux qui valent plusieurs millions.
Au lieu de prendre des risques, ils engagent des entreprises comme la nôtre pour s'assurer qu'ils arriveront à leur destination en toute sécurité. Ils ont perdu la notion du simple plaisir et ils ne songent qu'à préserver leur statut social et leur fortune. Mais ils doivent supporter le stress, la panique et la paranoïa. Ce véhicule peut arrêter les balles de calibre 7,62 d'un tireur embusqué, un AK-47, une grenade à fragmentation et jusqu'à 15 kg d'explosifs à 25 mètres de distance. L'ampleur du danger qui menace les super riches n'a aucune importance. C'est leur perception des risques potentiels qui compte. Ils sont extrêmement isolés, en partie parce qu'ils sont convaincus d'être très différents des autres, mais aussi parce que leur fortune les a rendus très différents. J'ai travaillé pour plusieurs personnes, dont l'entourage a cru bon de me faire accueillir par des gardes armés qui sont restés debout derrière moi avec leur kalachnikov pendant que j'attendais mes clients. Moi, j'étais assise tranquillement et je me disais, vous savez, je suis une organisatrice de mariage. Vos clients ne courent aucun danger. Vous perdez votre temps à me surveiller de cette façon. On commence toutes nos opérations en s'assurant qu'il n'y a pas d'explosifs dans le véhicule. C'est à la fois un signe de prestige et un avertissement. Vous ne pourrez jamais m'approcher. Généralement, ils sont posés en dessous du véhicule. Et c'est en partie parce qu'ils se croient perpétuellement en danger. Comme les super riches savent que les menaces contre leur personne sont parfois bien réelles, les trousses de sécurité de leur voiture contiennent un peu plus que des pansements et un tube de crème antiseptique. Ça, c'est un scanner corporel de base. On a aussi des tampons qui endiguent les hémorragies des blessures par balle. L'argent génère souvent la paranoïa, la trahison et l'envie. Ça, c'est une trousse qui détecte l'arsenic. Je crois qu'on ne voit jamais les gens extrêmement riches. On voit les Kardashian à la télé, on voit parfois les Abramovich, mais il y a beaucoup de quartiers fermés, protégés par des gardes. Personne ne sait ce qui se passe derrière ces grilles. Ils vivent dans du coton. Plus ils sont riches, plus le cocon est épais. Malheureusement, c'est un des pièges de la richesse. Londres exerce une forte attraction sur les super riches. Au dernier compte, il y avait 105 milliardaires en ville. Les individus dont la valeur nette est très élevée ont des problèmes de confiance parce que tout le monde profite de leur richesse, moi y compris, parce que je gère une société qui leur offre des services de sécurité. Le ghetto global ultra luxueux, où vivent les gens très riches, est une autre forme de sécurité. Ils vivent dans la forteresse de leur richesse et ils empêchent les pauvres d'y accéder. Une menace constante et une couverture de sécurité étouffante, voilà la triste réalité quotidienne de nombreux milliardaires. Allez voir un emplacement richissime comme Eaton Square. Les milliardaires y engagent des agences de sécurité pour surveiller leurs résidences 24 heures par jour. C'est la toute nouvelle tendance. Les voitures blindées conduites par des chauffeurs privés ne suffisent plus à la tâche. Pour tenir la peur à distance, de nombreux milliardaires ont maintenant besoin de matamores musclés à leur côté. De nos jours, la catégorie d'intrus a changé. C'est ce qui explique le renforcement des mesures de sécurité. Dans mon quartier, on raconte qu'un individu suspect a été appréhendé dans un jardin. On dit que ce n'était pas un voleur, mais un tueur à gages. Si les mesures de sécurité sont devenues si intenses, ce n'est pas pour arrêter les braqueurs, mais les tueurs à gages. La présence d'un tueur à gages dans son bosquet d'hortensia aurait de quoi agacer n'importe quelle personne, riche ou pauvre. Mais pour un milliardaire, c'est un sérieux avertissement. Il doit se protéger au plus vite et il a intérêt à ne pas lésiner. Pour une équipe de 10 hommes, à $2000 l'homme par jour, sans oublier l'équipement technique, un client à revenu net très élevé pourrait dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars. Parfois, les gros muscles ne sont pas indiqués. Souvent, la protection est à son maximum sous une apparence plus discrète. J'ai remarqué une tendance quand je travaillais dans le domaine de la protection rapprochée. Les femmes y sont en demande. Les clients veulent une sécurité plus discrète. Alors les équipes emploient des femmes pour veiller sur les femmes et les enfants, surtout dans des endroits où il est préférable de passer inaperçu.
Et la protection rapprochée la plus discrète est bien celle qui utilise les gardes du corps comme assistantes personnelles ou comme nounous. Les nounous gardes du corps font partie d'une équipe homogène où tous travaillent de façon appropriée pour la plus grande satisfaction de la famille. C'est pour cela qu'on utilise davantage de femmes en sécurité. Afin de s'assurer d'obtenir la meilleure protection disponible, les milliardaires n'hésitent pas à embaucher des agents secrets qui surveillent leur équipe de sécurité. Ils engagent tous ces gens qui formeront leur entourage, mais cela peut devenir lourd. Comment peuvent-ils savoir si leurs effectifs sont dignes de confiance? Nos clients veulent s'assurer que ces gens font bien leur travail. Il n'est pas rare qu'on engage une équipe de surveillance pour observer l'équipe de protection rapprochée. Les gars sont très heureux de s'infiltrer et de prendre un tas de vidéos ou de photos pour embarrasser les autres. Ils dorment dans la voiture quand ils sont censés surveiller la propriété toute la nuit, ou ils font leur ronde de surveillance n'importe comment, ou ils sont complètement désorganisés. Ce n'est pas difficile pour nous d'aller sur place et de surveiller. Les équipes de sécurité surveillent d'autres équipes de sécurité. En fin de compte, il y a souvent une petite armée autour des super riches. Mais les choses peuvent quand même mal tourner. Les dangers existent vraiment pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Leurs équipes de sécurité ne sont pas là pour épater la galerie. Certains ont beaucoup de gardes du corps. L'an dernier, j'ai travaillé dans une propriété où 42 agents de sécurité surveillaient 4 personnes. Ils vivent dans des palais dorés ou des appartements-terrasses dotés de vues panoramiques. Mais ces palais sont fortifiés et ces appartements ultra sécuritaires. Pour les super riches, la menace quotidienne de l'enlèvement n'est que trop réelle. Et aujourd'hui, plus que jamais. Les milliardaires utilisent les services de sécurité pour protéger leur famille. Ils craignent surtout les enlèvements. Ils s'inquiètent beaucoup de la sécurité de leurs proches. Et quand leur richesse est connue du public, ils craignent l'impact que ce dévoilement aura sur eux. Ce genre de responsabilité finit par peser lourd. Un des cas les plus complexes et les plus médiatisés est celui de l'héritière Patty Hearst, enlevée en 1973. La somme de 6 millions de dollars, l'équivalent de 33 millions actuels, avait été versée en échange de sa libération. J'ai déjà travaillé avec une famille qui avait des gardes du corps parce qu'elle avait reçu des menaces de mort. L'individu à valeur nette très élevée qui se fait kidnapper peut très bien être blessé ou en garder des séquelles. On a déjà vu ce genre de choses au Royaume-Uni. Des attaques hostiles contre un individu et les membres de sa famille. Dans certains cas, la famille a même été prise en otage pour forcer quelqu'un à ouvrir les coffres-forts de la propriété. J'ai travaillé avec 2 familles où il y avait eu un enlèvement et aucune d'entre elles ne l'a jamais oublié. Un milliardaire avait été enlevé au Soudan. Il était très important pour lui et sa famille qu'il ait une assurance KR contre l'enlèvement et les demandes de rançon. Ses ravisseurs l'ont donc retenu prisonnier pendant 6 mois jusqu'à ce que la transaction soit faite et qu'ils aient touché la rançon. Ils l'ont relâché un vendredi et c'est typique pour un milliardaire. Il est retourné au bureau le lundi suivant pour reprendre son travail. Dans une de ces affaires, la rançon exigée était de 10 millions de dollars. À cause du stress qu'il ressentait, la victime s'est trompée et elle a annoncé une rançon de 13 millions de livres anglaises. Son ravisseur a répliqué « 13 millions de livres, ça sera parfait ». Avec le taux de change, la rançon était passée à 20 millions. Une erreur simple mais coûteuse. Cette somme est pourtant éclipsée par d'autres montants de rançon jadis payés, selon la légende, à d'autres ravisseurs. On raconte que les Kwok de Hong Kong ont payé la jolie somme de 135 millions de dollars en échange du retour de leur fils Walter. En 1996, on aurait payé 243 millions de dollars pour obtenir la libération de l'homme d'affaires Victor Lee. La menace constante d'attaques contre les super riches alimente la demande actuelle de mesures de protection extrêmes. Les milliardaires dépensent des centaines de milliers de dollars pour se faire construire des pièces de sûreté et des abris fortifiés à haute protection balistique uniquement accessibles par passage secret. L'objectif d'une pièce de sûreté est de permettre aux clients d'établir une barrière et un délai entre eux et leurs attaquants.
Ce dispositif peut être très simple. À chaque étage de la propriété, certains font aménager une zone sécuritaire où ils peuvent se précipiter. Son mécanisme s'enclenche dès qu'il claque la porte. Voici une de nos pièces de sûreté élémentaire. L'unité a 6 côtés. Elle fournit une protection globale. Et quand elle est verrouillée en cube, elle est très solide. La pièce de sûreté est le dernier maillon d'un système de sécurité complexe. Elle s'ajoute souvent aux caméras en circuit fermé et aux agents de sécurité qui patrouillent le périmètre extérieur. Ces gens vivent dans leur micro-communauté personnelle. Ils ont peur car ils se croient détestés. Et dans bien des cas, ils ont raison. Au cours des 6 ou 12 derniers mois, la vente de ces modèles a augmenté. À mon avis, certaines personnes se servent de ces pièces de sûreté pour y entreposer leurs biens. Ils y mettent les objets de valeur qu'ils ne veulent pas exposer à la vue de tous. Mais un milliardaire a tant de trésors à cacher. Il doit donc choisir ses priorités avec soin. Quelle est la priorité? La collection d'œuvres d'art ou bien la cave à vin? Est-ce la femme, les enfants? Bien sûr, la plupart des gens disent ma famille avant tout. Mais si certains de mes clients perdaient leur collection d'œuvres d'art, ils se laisseraient mourir. Heureux propriétaires de multiples résidences situées aux 4 coins du monde, les milliardaires traversent allègrement les fuseaux horaires et les frontières. Et il n'est guère facile de protéger sa famille et ses biens quand on a la bougeotte. Je compare la classe des milliardaires à un oiseau migrateur extrêmement rare. Ils vont de la foire d'art contemporain de Miami à New York, ils mettent le cap sur les Caraïbes pour Pâques et ils passent l'été à Hampton Beach. Ils voyagent avec leur yacht et leurs jouets. Il nous faudrait un satellite spécial pour suivre les habitudes migratoires des super riches et les observer tandis qu'ils transportent tous ces biens matériels autour du monde afin d'assurer leur confort en vacances. Quand on est à bord d'un yacht, on est en parfaite sécurité. C'est un endroit très heureux, très privé. Leurs moyens financiers leur permettent de tout acquérir. Les expériences rares, tous les produits et même toutes les personnes. Mais ces avantages ne sont pas gratuits. En échange, ils doivent vivre dans un monde stérile où tous les yachts se ressemblent. On ne sait pas trop où on est et on n'y fait jamais de rencontres significatives. Dans le cerveau d'un milliardaire, la peur et la paranoïa livrent constamment bataille au sentiment de bien-être. Même à bord de leur palais flottant, certains super riches baignent dans une méfiance perpétuelle qui les empêche de relaxer et de s'amuser. Allez à Saint-Tropez en août et vous verrez ces immenses yachts avec des hommes et un tas de femmes à bord. Mais les hommes ont 60 ans et un bedon rond. Ils savent parfaitement que ces jeunes femmes ne sont attirées que par leur argent. Même si la présence de parasites sur le pont peut devenir un problème, en mer, la pire menace des plaisanciers milliardaires vient des pirates. Le pirate moderne ne ressemble en rien au personnage coloré que nous connaissons tous depuis l'enfance. Quand on se fait bâtir un yacht de 100 mètres, il n'est pas toujours aussi rapide et furtif que les embarcations capables de s'en approcher et de le prendre d'assaut. Les attaques de pirates sont rares sur la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, mais elles ne sont pas inconnues pour autant. En 2008, le Tiara, un yacht de 40 millions de dollars ancré au large des côtes corses, a été envahi par 4 hommes masqués qui ont fait main basse sur des biens d'une valeur de 200 000 dollars. Il y a une application qui vous dit où n'importe quel yacht est ancré à n'importe quel moment. L'époque où les gens se croyaient seuls au monde sur la Méditerranée est révolue. Aujourd'hui, n'importe quel petit bateau peut les retrouver. Et ça devient un problème. Aucun homme n'est une île, même à bord de son super yacht. Cette nouvelle réalité exige d'énormes investissements en services de protection personnelle. Je crois qu'un super yacht pourrait facilement être attaqué. Tout dépend des services de sécurité retenus par le client. A-t-il des hommes pour le protéger? Sont-ils en poste? Et ont-ils l'équipement nécessaire pour observer ce qui se passe dans les eaux environnantes? L'obsession du milliardaire pour sa sécurité a mené à l'invention de gadgets futuristes ingénieux qui lui permettent de conserver une longueur d'avance sur les prédateurs, en mer ou sur la terre ferme.
FastVein est une nouvelle technologie d'identification humaine axée sur les veines des doigts. Un dispositif de balayage optique braque une lumière infrarouge à travers le bout d'un doigt et sa caméra identifiera cette personne en 1 seconde à partir d'une banque de données de dizaines de milliers d'individus. Cette technologie est très efficace. Elle permet aux clients de se passer de clés car ils peuvent l'utiliser pour ouvrir leurs portes. Pour que FastVein fonctionne, les veines doivent contenir du sang. Un doigt sectionné n'a pas de réseau veineux fonctionnel. Alors, il ne sert à rien de couper les doigts des gens ciblés. Le mode de vie des milliardaires donne peut-être l'illusion d'une paisible promenade sans souci. La richesse mène les gens droit vers la paranoïa. Mais les énormes sommes qu'ils dépensent en mesures de sécurité suggèrent que la vie d'un milliardaire est plus stressante qu'on le croit. Ils doivent garder leur argent sous surveillance. Ils doivent le protéger et ils craignent constamment d'être détestés, utilisés et abusés par les autres. Les super riches se croient souvent menacés, que ce soit physiquement, affectivement ou psychologiquement. Certaines personnes à valeur nette très élevée finissent par développer un radar trop sensible. Des clients m'ont appelé pendant une sortie pour me dire qu'ils étaient suivis. Quelle est la réalité? À qui puis-je faire confiance? À très peu de gens, j'imagine. Ils croient que tout le monde en veut à leur argent. Et jusqu'à un certain point, ils ont raison. J'ai eu un client qui s'était à peu près retiré du monde. Il vivait seul sur une ferme et chaque fois qu'il devait interagir avec des gens, il me revenait avec une anecdote sur la façon dont ils avaient essayé de l'exploiter. Les milliardaires doivent vraiment songer à ce qu'ils disent et surtout à qui ils le disent. Un des endroits où le milliardaire doit faire preuve d'une extrême prudence est le monde obscur de la haute finance. Les milliardaires cherchent à conserver leur richesse de n'importe quelle façon, y compris en dépensant plus d'argent pour obtenir les meilleurs conseils. Ils veulent des conseillers financiers capables de pressentir les mouvements du marché afin d'exercer une stratégie de retrait au bon moment et d'investir ailleurs. Parfois, des gens à valeur nette très élevée se méfient des conseillers professionnels qu'ils rencontrent. Ceux qui atteignent un tel niveau de richesse, où qu'ils soient, seront ciblés par des individus sans scrupules. Avant sa chute, un des plus infâmes prédateurs du monde financier était un conseiller financier de confiance, Bernie Madoff. Members of this exclusive synagogue are reported to have lost as much as $2 billion in the Madoff scheme, with some even acting as recruiters. I've lost everything. What am I going to do? I lost everything. Bernie Madoff était un investisseur qui a monté un fonds spéculatif. Il ciblait des gens qui aimaient l'argent et qui croyaient faire partie d'un certain cercle. Il s'imaginait que le fait de connaître quelqu'un qui leur permettrait d'investir dans ce fonds était une très bonne chose. C'était un badge d'honneur qui signifiait « Je suis un de ceux qui ont réussi ce bon coup ». My clients lost several $100 million with Bernie Madoff. Il a ciblé ces gens en se servant de leurs besoins d'appartenance et de leur besoin d'investir de l'argent pour en gagner encore plus. Beaucoup d'entre eux ont coulé. In New York's big money circles, no one wants to admit they got scammed. L'arnaque de Ponzi de Madoff a englouti l'effarante somme de 65 milliards de dollars. Mais d'autres escrocs sont tombés en disgrâce comme lui. L'Américain Alan Stanford a lui aussi mené une clientèle confiante droit à sa ruine. Entourés d'autant de menaces à leur bien-être financier, il n'est pas étonnant que certains milliardaires tentent de passer sous le radar. Il y a 2 types de milliardaires. Ceux qui en mettent plein la vue, qui fréquentent les endroits chics et qui sont réputés très riches. Et les milliardaires plus discrets, dont l'objectif numéro 1 est la sécurité de leur famille. Ils ne veulent pas que le public sache qu'ils valent des milliards. Mais parfois, la discrétion n'est pas une protection suffisante. Le chantage représente un danger constant pour la communauté à valeur nette très élevée. J'avais un client qu'un ami de longue date a fait chanter.
Durant leur souper au restaurant, mon client se confiait à lui. Il lui parlait de ses transactions financières. Un jour, cet ami lui a dit qu'il voulait plusieurs millions de dollars, sinon il transmettrait certaines informations confidentielles à ses rivaux en affaires. Cet ami était devenu avide d'argent et il l'a trahi. Je ne crois pas que l'argent soit la source de tous les maux, mais je crois que la méchanceté et la malveillance tournent souvent autour de l'argent. L'argent représente bien des choses aux yeux des gens. L'amour, le contrôle, le pouvoir. Est-ce que tu m'aimes assez? Est-ce bien moi qui prends les décisions? Tant de choses se jouent autour de l'argent. Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Quand on dit que l'argent est la source de tous les maux, c'est à cause de tout le reste, des émotions qui s'y greffent. Et quand il y a une cassure, elle se produit à cause de l'argent. Et l'argent alimente la paranoïa des milliardaires. Pour beaucoup d'entre eux, le cercle de la confiance se limite aux parents et aux amis très proches. Selon mon expérience, les individus à valeur nette très élevée font confiance à une ou deux personnes qui les connaissent depuis toujours. Et surtout qui les connaissaient avant qu'ils aient cet argent. Et les biens qui viennent inévitablement avec la fortune. Parce qu'ils peuvent être eux-mêmes avec ces personnes. Et ça fonctionne. Mais s'il arrive qu'une de ces personnes les trahisse, de quelque façon que ce soit, il leur est à peu près impossible de s'en remettre. Et que font-ils ensuite? Ils s'intentent une longue série de procès. Tout nouvel arrivant dans l'univers d'un milliardaire est donc surveillé de très près. N'importe qui peut être mis sous surveillance. Un client fait parfois mettre son épouse sous surveillance ou bien ses enfants. Il peut faire surveiller les amis de son fils ou de sa fille, ou tous ceux qu'il soupçonne d'avoir des intentions malveillantes. On peut découvrir bien des choses en mettant un individu sous surveillance pendant 3 jours. À quelle heure il part travailler, où il a l'habitude de dîner, s'il paie ses achats en argent liquide, les possibilités sont infinies. Les gens très riches doivent choisir leurs amis avec précaution. Qui sollicite qui est un véritable ami? Celui-là en veut-il à mon argent? Est-ce qu'il me veut moi et pas seulement ma fortune? Mais leur besoin obsessif de surveillance ne les quitte jamais. Certains milliardaires contrôlent l'hémisphère opposé durant leurs luxueuses vacances. Sur l'île de Nemba, un atoll privé situé au large de Zanzibar, notre système Wi-Fi tombait constamment en panne. On a lancé une enquête car quelqu'un épuisait notre bande passante. On a fini par identifier l'utilisateur responsable. Durant une de ses sorties, on est entré dans son pavillon pour découvrir ce qu'il faisait. Et c'était un décor digne de Mission Impossible. Il s'était fait installer un incroyable pack d'équipements techniques parce qu'il faisait construire une résidence en Angleterre. Il ne faisait pas confiance aux entrepreneurs et il profitait de la diffusion en continu pour gérer le projet à distance pendant ses vacances. Quand on a accès à la meilleure technologie disponible sur le marché, chaque frappe peut révéler des vérités cachées. Naturellement, dans le cas d'une fille chérie, le père voudra tout savoir sur son nouveau copain. Il a besoin d'informations sur lui. Plusieurs de nos enquêtes tirent profit des données de l'Internet et des médias sociaux. Ils se posent tous la même question. Est-ce que cette personne est avec moi pour mon argent? À l'ère de l'Internet, les milliardaires ne sont pas les seuls à surveiller leurs prochains. Grâce à leur penchant pour la technologie et leur mode de vie nomade, ils sont des cibles de choix pour les cybercriminels. La surveillance hostile dont certaines personnes sont victimes survient lorsque quelqu'un veut les étudier pour trouver leurs failles. Les clients à valeur nette très élevée sont souvent surveillés. L'espion les étudie pendant un certain temps avant de trouver une façon d'obtenir ce qu'il veut. Sur le net, beaucoup d'informations sont disponibles sur la plupart des êtres humains. Il n'a même pas besoin de s'approcher de sa cible. Les gardes du corps ne suffisent plus. Il vous faut aussi un spécialiste des technologies de l'information parce que personne d'autre ne peut lire ou déchiffrer ces informations. Et même lui a besoin d'un assistant parce qu'il doit bien prendre une pause de temps à autre. La cybercriminalité est de plus en plus répandue. Les cybercriminels sortis de Chine ou de Russie en ont fait leur métier. Et à leurs yeux, les milliardaires sont des proies faciles. Au seul Royaume-Uni, on estime que la fraude financière découlant des cybercrimes engloutit 54 milliards de dollars par an. Il y a énormément d'attaques faites via Internet.
Un des favoris du moment, c'est le ghosting, ou piratage fantôme. D'abord, un cybercriminel obtient l'accès au système informatique de l'individu à valeur nette très élevée. Ensuite, il espionne les échanges de courriels entre cet individu et son conseiller financier jusqu'à ce qu'ils puissent les contrefaire tous les deux. Ils dépensent des dizaines de milliers de dollars pour assurer la sécurité des transactions faites par téléphone vers leurs ordinateurs, parce que les cybercriminels peuvent leur causer d'immenses dommages. La protection en ligne des fortunes est un souci majeur, mais à l'ère des trolls et des pirates, l'informatique menace aussi les réputations. Beaucoup de milliardaires font des transactions d'affaires douteuses qu'ils ne veulent pas diffuser au grand jour. Ils dépensent donc beaucoup d'argent pour en faire effacer les traces sur Google, entre autres. C'est un autre domaine en pleine expansion. La protection de leur vie privée est au centre des préoccupations des gens extrêmement riches. En haut de la pyramide, on trouve les milliardaires qui tiennent à leur vie privée. Un peu plus bas, les super riches qui aiment se pavaner et qui téléchargent vers Instagram les photos des yachts où ils fêtent. Et enfin, les illustres inconnus qui aiment voir tout ça sur Google, comme moi. Ces informations sont si faciles à obtenir que les milliardaires ont maintenant besoin de spécialistes de la protection en ligne. La dernière vague, c'est l'embauche de consultants en médias sociaux. Leurs clients veulent s'assurer que si leur enfant affiche une photo sur Facebook ou ailleurs, il y aura quelqu'un à l'interne pour surveiller l'activité avant qu'elle ne devienne virale ou qu'elle n'apparaisse au bulletin de nouvelles. Ils craignent que la diffusion publique de leurs liaisons ou de leurs affaires personnelles n'affecte leurs enfants. Ils redoutent l'impact de ces nouvelles sur leurs amis de longue date. Bref, ils sont constamment inquiets. Les gens veulent absolument présenter une image irréprochable, parce que beaucoup de fortunes n'ont pas été acquises de façon irréprochable. Ils ont des avocats spécialisés en diffamation pour se protéger de ceux qui s'intéressent un peu trop à leurs affaires et des conseillers en relations publiques qui soignent constamment leur image. Parce que, pour un milliardaire, l'image et la réputation sont ce qu'il y a. Il semble que les milliardaires aient les mêmes craintes que nous, mais à plus grande échelle. Et même après avoir investi des sommes faramineuses pour se protéger, ils n'arrivent toujours pas à relaxer. Voilà la source de leur isolement. Ils embauchent tellement d'employés pour les servir, acheter leur nourriture, planter leurs fleurs et tout le reste, qu'ils deviennent détachés de la réalité. Mais les qualités qui poussent les milliardaires à devenir les maîtres de l'univers peuvent faire naître en eux un sentiment d'insuffisance. Quel vide espèrent-ils remplir? Quel sentiment de dévalorisation veulent-ils chasser en accumulant autant d'objets de valeur? Comme ces oiseaux rares ont tendance à se fréquenter exclusivement entre eux, il n'y a personne pour leur dire les 4 vérités que de vrais amis partageraient sans hésitation. Les super riches préfèrent généralement la compagnie d'autres super riches. Pendant que vous et moi choisissons un endroit pour dîner, eux, ils discutent des mérites relatifs du nouveau Gulfstream et du jet Lear. Il est très difficile d'avoir des relations soi-disant normales quand on devient extrêmement riche. Les super riches supposent, et ils n'ont pas tort, que les gens n'en veulent qu'à leur argent. Mais cette absence de relations normales n'est pas sans conséquences. La solitude est la plus grande préoccupation des super riches. Ils sont vraiment très seuls. Ces gens peuvent devenir très effrayés et se retirer du monde. Et cet isolement leur fait peur. Ils vivent dans un monde à part et ils ne savent pas à qui faire confiance. Alors ils s'enveloppent d'un cocon serré. Alors, quand on est dans un cocon et que la pression augmente, que se passe-t-il? Les milliardaires ont tout de même un groupe de professionnels à leur disposition quand ils ont besoin de relâcher cette pression. Leurs thérapeutes.
Les super riches se tournent de plus en plus vers la thérapie et le soutien psychologique, car ils craignent que personne ne sympathise avec eux. Ils ont peur d'entendre « Oh, pauvre toi, j'aimerais bien voir tes problèmes ». Les seules personnes qui sont prêtes à se montrer compréhensives sont celles qu'ils doivent payer pour les écouter, comme les avocats et les psychiatres. Le thérapeute d'un milliardaire est souvent le membre de son personnel en qui il a le plus confiance. Parmi mes clients, j'ai des gens dont la famille est milliardaire depuis plusieurs générations. Mais j'ai aussi de nouveaux milliardaires. J'ai déjà eu l'occasion de connaître plusieurs hommes de valeur nette très élevée, mais aussi leurs ex-femmes et leurs enfants. Et j'ai été étonné de réaliser qu'une grande célébrité, une grande fortune ou une grande puissance sont toutes de vraies malédictions. Je dirais que beaucoup de mes clients vivent retirés du monde. Et ce sont tous des clients extrêmement riches. Et lorsqu'un milliardaire se retire du monde, il finit souvent par développer une dépendance. 80% des familles de milliardaires avec lesquelles j'ai travaillé avaient des membres aux prises avec une dépendance. Je connais 2 familles dont un enfant est allé dans un centre de rétablissement. Et durant la cure, les parents ont dû assumer leurs propres problèmes d'alcool. Beaucoup de facteurs tendent à prouver que les enfants des super riches sont confrontés à des manifestations d'anxiété peu communes. Lorsque l'anxiété est jumelée à la tentation et à la fortune, le centre de désintoxication n'est pas bien loin. Il devient le jeune en désintox. C'est une porte de sortie, car ce n'était pas sa faute. Il avait une terrible dépendance et tout le monde comprend qu'il ait abandonné ses études. Une des étapes du processus de désintoxication est l'augmentation de l'estime de soi. Mais si vous n'avez jamais eu la moindre estime personnelle, parce que votre environnement ne vous a pas permis de la développer, votre rétablissement sera 2 fois plus difficile. L'éducation des enfants de milliardaires est souvent la source de tous leurs problèmes. Les énormes fortunes familiales peuvent facilement éteindre le feu sacré dans le ventre d'un jeune héritier. Souvent, le style de vie familial n'est pas seul en cause. Ces enfants n'ont jamais vu leurs parents se battre pour réussir. Ils les ont toujours vus nager dans l'argent. Très souvent, les enfants de ces individus à valeur nette très élevée sont couverts de vêtements et de bijoux coûteux, mais ils n'ont pas fait le moindre effort pour les obtenir et par conséquent, ils ne ressentent aucun sentiment d'accomplissement. Ils craignent que leurs enfants se sentent trop privilégiés alors que si la fortune est assez récente, ils ont travaillé très fort pour l'accumuler. À l'arrivée des enfants, l'argent est souvent là et ils ne voient pas les efforts que leurs parents ont dû faire pour le gagner. Un scénario typique est celui d'un individu qui fonde une société et qui la lègue à ses enfants. Ceux-ci la gèrent avec un grand succès, mais la 3e génération gâche tout. Leurs parents craignent qu'ils ne fassent pas le lien entre faire un effort et obtenir quelque chose en retour. De plus, l'enfant d'un milliardaire doit réussir avec éclat. Se débrouiller n'est pas une option. La plupart d'entre eux ne deviendront pas des top modèles, n'écriront pas un blog sur la mode, ne créeront pas de collection de vêtements, même si on leur donne une montagne d'argent. À mon avis, ce sont les jeunes qui s'en tireront le moins bien de tous. On met un gros fardeau sur les épaules d'un enfant en lui disant qu'il sera très riche et qu'il doit apprendre à gérer sa future fortune. Comment peut-il découvrir ses propres rêves? Certains super riches ont tellement peur d'imposer un trop gros fardeau à leurs enfants qu'ils les écartent totalement de la succession. Ils se demandent tous s'ils vont laisser trop ou trop peu d'argent à leurs enfants. Ils veulent s'assurer qu'ils pourront prendre soin d'eux-mêmes, qu'ils ne compteront pas simplement sur cet argent. En fait, ils veulent les préparer au monde complexe dans lequel ils devront vivre. Des super riches comme l'ex-maire de New York, Michael Bloomberg, le fondateur du groupe Virgin, Richard Branson, et le magnat de l'industrie, Warren Buffett, se sont engagés à donner la plus grande part de leur fortune à des œuvres de charité, plutôt que de la laisser en héritage à leurs enfants. Certains enfants riches jugent que la fortune est un trop lourd fardeau et l'abandonnent de leur propre gré. J'ai vu des jeunes femmes rejeter l'argent familial beaucoup plus souvent que des garçons. Et elles le font pour savoir si elles peuvent réussir par elles-mêmes.
La plupart d'entre nous n'auront jamais le luxe de craindre d'avoir trop d'argent. Mais pour ceux qui s'en inquiètent, il y a une solution facile, tout donner. Certains clients me disent, si ma valeur nette très élevée me fait courir autant de risques, aussi bien donner tout cet argent. Des milliardaires américains, à commencer par Bill Gates, ont mis sur pied des fondations qui portent à croire qu'ils donneront la moitié de leur fortune. Un milliardaire ne se définit plus par l'argent qu'il possède, mais par celui dont il fait cadeau. C'est la tendance actuelle, surtout au Royaume-Uni, où on assiste à une montée de la philanthropie. On a maintenant le club des 5% en Afrique du Sud. Essentiellement, chaque année, les super riches y font don de 5% de leurs bénéfices. On assiste à la naissance d'une culture de dons et de partage provenant des États-Unis, mais qui commence à rayonner ou à faire des vagues au niveau planétaire. Et ces généreux donateurs américains ne plaisantent pas. Jusqu'ici, Bill et Melinda Gates ont fait don de 28 milliards de dollars, un peu plus du tiers de leur fortune. In a world of good causes, how do you decide what to spend your money on? Well, we really look at what are the top disease killers and what's the biggest burden of disease around the globe. À ce jour, Warren Buffett a donné 25 milliards de dollars. Et le financier George Soros a consacré 10 milliards de dollars de sa fortune aux bonnes causes. What I have in mind is several times as large as the International Science Foundation. Le milliardaire typique dépensera 100 millions de dollars américains en dons humanitaires. Mais même lorsqu'ils se sont charitables, le milliardaire doit faire preuve de prudence. Parfois, les membres de la deuxième, troisième ou quatrième génération d'une famille très fortunée ont l'impression que les organismes philanthropiques les ciblent. Ils savent que leur famille a beaucoup d'argent et ils leur offrent une place sur le conseil d'administration de nombreuses fondations. Les gens finissent par se sentir harcelés. Ils ne veulent même plus qu'une œuvre philanthropique porte leur nom, car ça génère trop de publicité. Finalement, la plupart des milliardaires affrontent une dernière crainte. Qui se souviendra d'eux et quels souvenirs laisseront-ils? Je crois que la notion qu'ils sont simplement des gens avec de gros moyens mais très peu de substance terrifie beaucoup de milliardaires. Ce n'est pas très valorisant de songer que le montant de notre valeur nette pourrait être la seule épitaphe qu'on gravera sur notre tombe. Ils ont tout acheté, absolument tout. Quand on a un méga yacht, l'affaire est classée. Combien de Ferrari, de Maserati ou de Rolls-Royce, combien de résidences, de palais ou de chalets de ski peut-on posséder? Tôt ou tard, on atteint un point de saturation. À ce moment-là, certains, pas tous, ressentent le désir de se faire une réputation ou de laisser quelque chose en héritage. Nous observons les super riches de loin, en enviant peut-être leur style de vie. Mais le luxe ultime, la sensation d'être en sécurité et libre de toute peur, ne s'achète pas, même avec une vaste fortune. Les gens pensent souvent « J'aimerais être riche et célèbre, ça réglerait tous mes problèmes. » À mon avis, un petit pourcentage de la population humaine pourrait le supporter. Pour les autres, ce serait une malédiction. Personnellement, je crois que la plupart des personnes bien équilibrées s'en tireraient très bien. L'argent des milliardaires leur donne la liberté de choisir. Après tout, c'est ce qu'on souhaite tous. Je n'envie pas du tout les milliardaires. Leur argent leur complique trop la vie. Parfois, certains clients me disent « Je sais que ce n'est pas une bonne réaction, mais je trouve ça très lourd. »